Dans le silence oppressant d'une nuit sans refuge, une jeune femme franchit un seuil interdit, poussée par la peur et un secret qu'elle n'ose avouer. Elle croyait fuir un destin cruel, sans imaginer que son premier pas dans l'ombre allait bouleverser la vie d'un homme puissant. Sous les dorures et les apparences, un monde fragile s'apprête à se fissurer. Entre devoir et désir, une vérité enfouie menace d'émerger, prête à tout renverser. Si cette histoire vous émeut dès ses premiers instants, abonnez-vous à notre chaîne pour nous aider à atteindre nos premiers 1000 inscrits. Votre présence fait toute la différence. Dans les rues pavées de Lyon, où la Saône murmurait ses secrets sous les ponts anciens, Élise Moreau se tenait immobile devant la grande maison de son beau-père, le cœur battant comme un tambour de guerre. C'était l'été de 1890, et l'air chargé d'effluves de jasmin et de charbon flottait lourdement autour d'elle. À 19 ans, avec ses cheveux châtains noués en un chignon simple sous un chapeau de paille orné de rubans bleus, elle portait une robe de mousseline grise, modeste mais élégante, qui soulignait sa silhouette frêle. Ses yeux verts, hérités de sa mère disparue trop tôt, brillaient d'une détermination farouche, mais aussi d'une peur qu'elle peinait à masquer. Son beau-père, le veuf austère, monsieur Bertrand Lemaire, un marchand de soieries enrichi par les usines du quartier de la Croix-Rousse, la toisait depuis le seuil. À 45 ans, il arborait une moustache impeccablement taillée et un gilet de velours noir qui accentuait sa carrure imposante. Ses yeux sombres, froids comme l'acier des métiers à tisser, la fixaient avec une possessivité qui la faisait frissonner. « Élise, ma chère, où comptes-tu aller ainsi ?» gronda-t-il d'une voix rauque, ses doigts serrant le pommeau de sa canne d'ébène. Elle recula d'un pas, le souffle court. Depuis la mort de sa mère, 3 ans plus tôt, il avait transformé leur foyer en une prison dorée. Les rumeurs couraient dans les salons. Il cherchait à la marier à un de ses associés, un homme plus âgé, pour consolider ses affaires. Mais Élise savait la vérité plus sombre. Ses avances insistantes, ses mains trop longues lors des dîners solitaires, ses murmures qui laissaient un goût amer dans sa bouche. Je vais rendre visite à tante Marguerite, mentit-elle, la voix tremblante, serrant contre elle un petit sac de voyage contenant ses maigres possessions, un médaillon de sa mère, quelques livres de poésie volés à la bibliothèque familiale et un billet de train pour Paris, ville des lumières et des espoirs fous. Elle avait économisé en secret, cousant des dentelles pour les voisines, rêvant d'une vie loin de ces murs étouffants. Mais Bertrand s'avança, bloquant la porte. « Tu ne vas nulle part sans mon aval, petite ingrate. Ta mère m'a confié à toi, et je veillerai à ce que tu honores notre nom. » Ces mots étaient un piège, un filet invisible qui se resserrait autour d'elle. Élise sentit les larmes monter, mais elle les ravala. Fuir, c'était risquer la ruine sociale, l'ostracisme des cercles bourgeois de Lyon. Rester, c'était se condamner à une existence de cauchemar. Soudain, un bruit de sabots retentit sur le pavé. Une voiture élégante tirée par 2 chevaux alezans s'arrêta devant la maison. La portière s'ouvrit et un homme en descendit, grand, aux épaules larges, vêtu d'un frac noir impeccable et d'un chapeau haut de forme. Henri Duval, le magnate des chemins de fer, dont les lignes reliaient Lyon à Marseille en un réseau d'acier et d'ambition. À 35 ans, avec ses cheveux noirs légèrement grisonnants aux tempes et une cicatrice discrète sur la joue gauche, souvenir d'un accident sur les rails, il exsudait une autorité naturelle. Ses yeux bleus, perçants, balayèrent la scène avec une surprise contenue. Il était venu pour affaires avec le maire, mais ce qu'il vit le figea, la jeune femme pâle, acculée, et l'homme qui la dominait comme un prédateur. « Que se passe-t-il ici ?» demanda Henri d'une voix ferme, s'approchant sans hésiter. Bertrand se redressa, un sourire forcé aux lèvres. « Rien qui vous concerne, monsieur Duval, une petite querelle familiale. » Mais Élise, dans un élan désespéré, leva les yeux vers l'inconnu. « Aidez-moi » murmura-t-elle, si bas que seul le vent porta ces mots. Henri fronça les sourcils, sentant l'urgence dans son regard. Il avait entendu les ragots sur le maire, ces ombres qui planaient sur sa réputation impeccable,
Sans un mot de plus, il offrit son bras à Élise. « Mademoiselle, permettez-moi de vous escorter. La ville est pleine de dangers pour une dame seule. » Bertrand protesta, mais Henri l'ignora, guidant Élise vers la voiture. Le cœur d'Élise cognait follement. Était-ce une illusion? Un sauveur surgit des brumes du matin. Comme la portière se refermait, elle jeta un dernier regard à la maison. Prison et tombeau potentiel. La voiture s'ébranla, emportant Élise vers l'inconnu, vers une protection inattendue. Mais au fond d'elle, elle savait, la fuite n'était que le début d'une tempête plus grande. Qui était cet homme, et à quel prix viendrait sa liberté? Si cette histoire vous captive déjà, n'hésitez pas à vous abonner au canal pour ne rien manquer des prochaines aventures. Et dans les commentaires, dites-moi de quelle ville et de quel pays vous regardez cette vidéo. J'adore savoir où mes récits voyagent. La voiture cahotait doucement sur les pavés irréguliers de la rue de la République, bordée de façades haussmanniennes aux balcons fleuris de géraniums rouges. Élise Moreau s'appuyait contre le cuir usé du siège, les mains tremblantes, serrées sur son sac. L'air à l'intérieur était imprégné d'une odeur de tabac et de cuir neuf, un contraste saisissant avec les effluves confinés de la maison Le Maire, où le parfum lourd de cire d'abeille et de vieux parchemins régnait en maître. Henri Duval, assis en face d'elle, observait le paysage défiler sans un mot, ses doigts gantés tambourinant légèrement sur sa canne. À 35 ans, il incarnait l'ascension fulgurante de cette belle époque lyonnaise, où les fortunes se forgeaient sur les rails et les soieries, mais où les ombres des dettes et des jalousies planaient toujours. « Vous êtes en sécurité maintenant, mademoiselle », dit-il enfin, sa voix grave coupant le silence comme une lame. Élise leva les yeux, croisant son regard bleu, perçant, qui semblait sonder les recoins de son âme. « Je m'appelle Henri Duval. Et vous ?» « Élise Moreau, murmura-t-elle, la gorge nouée. Elle ajusta son chapeau de paille, dont les rubans bleus dansaient au rythme des secousses. Sa robe de mousseline grise, cousue à la main par les doigts agiles des couturières du quartier Saint-Georges, collait légèrement à sa peau moite. À 19 ans, elle naviguait encore dans les eaux troubles de la société bourgeoise de Lyon, où les jeunes demoiselles comme elle étaient éduquées pour le mariage, les salons et les œuvres de charité, non pour les fuites hasardeuses. Son monde était fait de thés dominicaux chez tante Marguerite, de promenades chaperonnées le long de la Saône et de leçons de piano sous l'œil sévère d'une gouvernante. Mais depuis la mort de sa mère, emportée par une fièvre en 1887, ce monde s'était rétréci comme un corset trop serré. Henri hocha la tête, un sourire fugace adoucissant la cicatrice sur sa joue. « Moreau, je connais ce nom. Votre père était négociant en vin, n'est-ce pas? Avant que Madame Moreau ne l'épouse, ce Le Maire. » Il prononça le nom avec une pointe de dédain, comme si le vent l'emportait déjà au loin. Élise acquiesça, surprise par sa connaissance. Lyon était une ville de murmures, où les alliances se nouaient dans les cafés du cours de la République et se défaisaient dans les coulisses des usines. Bertrand Le Maire, avec ses entrepôts regorgeant de rouleaux de soie aux reflets chatoyants, dominait le commerce local. À 45 ans, veuf ambitieux, il avait transformé la modeste fortune de la famille Moreau en un empire, mais au prix d'une emprise qui étouffait Élise. Les dîners familiaux, autrefois joyeux, étaient devenus des rituels oppressants. Bertrand à la tête de la table massive en chêne, servant le vin de Bordeaux dans des verres cristallins, ses yeux glissant sur elle comme des serpents. « Tu es la lumière de cette maison », lui disait-il, sa main effleurant la sienne un peu trop longtemps. Les domestiques, discrets dans leurs uniformes amidonnés, détournaient le regard. Mais les rumeurs filtraient jusqu'aux oreilles des commères du marché de la Croix-Rousse. La voiture s'arrêta devant un hôtel particulier rue du Platte, un bâtiment aux volets verts et aux ferronneries ouvragées, où les domestiques en livrée attendaient déjà. Henri descendit le premier, offrant sa main gantée à Élise. « Entrez, vous y serez en sécurité le temps que nous réglions cela. » Elle hésita, le cœur battant. Accepter, c'était franchir une ligne invisible, entrer dans le cercle des Duval, une famille montante, alliée aux banquiers parisiens.
Henri, fils d'un ingénieur des chemins de fer, avait bâti sa fortune en reliant Lyon au port méditerranéen, ses trains grondant comme des bêtes affamées à travers les vallées du Rhône. Veuf lui-même depuis 2 ans, une perte qu'il gardait secrète, même pour les gazettes locales, il vivait entouré d'un frère cadet, Paul, un artiste bohème, et d'une sœur aînée, Claire, qui tenait les rênes du salon familial avec une grâce impitoyable. À l'intérieur, l'air était plus léger, chargé d'odeurs de roses, du jardin et de bois ciré. Claire Duval, une femme d'une 40aine d'années aux cheveux auburn relevés en chignon sophistiqué, vêtue d'une robe de taffetas vert olive ornée de dentelles lyonnaises, accueillit Élise avec un regard curieux mais bienveillant. « Ma chère, Henri nous a prévenus par coursier. Asseyez-vous, je vous en prie. » Elle guida Élise vers un salon aux meubles empire où un feu crépitait dans la cheminée de marbre, projetant des ombres dansantes sur les tapisseries aux motifs floraux. Paul, adossé au piano à queue, un verre de cognac à la main, esquissa une révérence moqueuse. « Une fugitive dans notre antre? Les temps changent, frère. » Élise s'assit sur un fauteuil capitonné, les jambes flageolantes. Ici, les hiérarchies étaient subtiles. Les domestiques versaient le thé dans des tasses de porcelaine de Limoges, et les conversations glissaient sur les derniers bals de l'Opéra de Lyon, ou les tensions ouvrières dans les canutes. Mais sous la surface, Élise sentait la tension. Henri s'assit près d'elle, expliquant brièvement la scène matinale sans entrer dans les détails sordides. « Le maire est un homme dangereux pour ses proches », admit-il à voix basse. Claire fronça les sourcils. « Les rumeurs courent depuis des mois. Il courtise les veuves pour leur dot. Et maintenant, sa belle-fille ?» Paul ricana doucement. « Et nos rails qui transportent sa soie jusqu'à Marseille. Ironie du sort. » Tandis que le thé refroidissait, Élise raconta son quotidien. Les matinées passées à broder des mouchoirs pour les sœurs de charité, les après-midi à lire Victor Hugo en cachette dans le grenier, loin des yeux de Bertrand. Sa mère, une femme douce aux yeux verts comme les siens, lui avait légué un amour pour la poésie, mais aussi une peur des hommes possessifs. « Je ne pouvais plus supporter ses regards », avoua-t-elle, la voix brisée. Henri posa une main sur le bras du fauteuil, non sur elle, un geste de retenue qui la réconforta. Pour la première fois depuis des mois, elle se sentait vue, non comme un trophée, mais comme une personne. Soudain, un coup à la porte retentit. Un domestique entra, portant une lettre cachetée à la cire rouge, ornée des initiales B, L. « Pour mademoiselle Moreau », annonça-t-il. Élise pâlit, reconnaissant l'écriture rageuse de Bertrand. Henri la prit, la décachetant d'un geste sec. Les mots étaient clairs. « Reviens, ou je te traquerai jusqu'aux confins de la France. Tu es à moi. » Le silence tomba, lourd comme un linceul. Claire échangea un regard avec son frère. Paul s'approcha, l'air grave pour une fois. Il ne plaisante pas. Les Lemaire ont des amis puissants au tribunal. Élise sentit un frisson la traverser. La protection d'Henri était un bouclier temporaire, mais la tempête se levait. Que ferait Bertrand? Et combien de temps avant que ses griffes ne s'allongent jusqu'ici? Le silence s'étira dans le salon des Duval comme une ombre rampante, la lettre de Bertrand Lemaire froissée dans la main d'Henri. Élise fixait les motifs floraux du tapis persan sous ses pieds, le cœur cognant contre ses côtes. L'air, chargé de l'odeur du thé au jasmin refroidi, semblait soudain plus lourd, oppressant. Claire se leva d'un mouvement fluide, sa robe de taffetas bruissant comme un avertissement. « Nous ne pouvons ignorer cela », dit-elle, la voix ferme, ses yeux auburn passant d'Henri à Élise. Paul, pour une fois sans son habituelle ironie, posa son verre de cognac sur le piano avec un claquement sec. « Le maire a des appuis partout, les juges, les notaires. Si elle reste ici, les ragots enflammeront Lyon d'ici demain. » Henri se redressa, sa cicatrice se crispant légèrement sous la tension. À 35 ans, il avait affronté des tempêtes bien pires, des sabotages sur ses lignes de chemin de fer, des grèves ouvrières qui paralysaient les gares. Mais cette jeune femme, avec ses yeux verts implorants, éveillait en lui un instinct protecteur qu'il n'avait pas ressenti depuis la mort de sa femme. Il plia la lettre et la glissa dans sa poche intérieure.
Élise, écoutez-moi. Rester seul serait une folie. Le maire ne s'arrêtera pas à une menace écrite. Il enverra des émissaires, des avocats, peut-être pire. Ces mots étaient mesurés, comme ceux d'un homme habitué à négocier des contrats millionnaires autour de tables en acajou, sous les lustres des cafés lyonnais. Élise releva la tête, ses mains tremblantes, lissant les plis de sa mousseline grise. Elle avait fui ce matin pour respirer librement, pour un billet vers Paris où les boulevards promettaient l'anonymat. Mais ici, dans ce salon aux murs lambrissés de chêne clair, entouré de ces inconnus bienveillants, la réalité la rattrapait. « Je ne veux impliquer personne, » murmura-t-elle, la voix brisée. « Ma tante Marguerite, elle pourrait m'accueillir discrètement. » Claire secoua la tête, un sourire compatissant aux lèvres. « Votre tante est veuve, avec à peine de quoi entretenir sa petite maison près de la cathédrale Saint-Jean. Le maire la ruinerait d'un claquement de doigts. Non, ma chère, vous devez vous allier à des forces plus solides. » Henri s'approcha, s'asseyant sur le bord d'une chaise près d'elle, respectant la distance comme un gentleman de la belle époque. « J'ai une proposition. Formons une alliance. Je vous offre ma protection officielle. Un contrat de gouvernante pour ma nièce orpheline, qui arrive de Marseille la semaine prochaine. Vous vivrez ici, sous notre toit, avec un salaire décent. En échange, vous aiderez Claire à gérer les invitations et les œuvres caritatives. Cela détournera les soupçons. Une employée respectable, non une fugitive. » Élise cligna des yeux, stupéfaite. Une gouvernante. À 19 ans, elle avait appris les manières dans les salons bourgeois, lu Rousseau et Lamartine en cachette, mais endosser ce rôle signifiait plonger dans le monde des Duval, avec ses dîners formels, ses bals masqués à l'opéra et les regards scrutateurs de la haute société lyonnaise. C'était une rupture totale. Adieu à la fille effacée de Lemaire, bonjour à une femme indépendante mais liée par un fil fragile. Pourtant, l'hésitation la rongeait. Et si cela ne suffit pas, les gens parleront. On me verra comme une intrigante. Sa voix se brisa sur le mot, évoquant les commérages des marchandes de soie au marché de la Guillotière, où les robes de bal et les scandales se tissaient ensemble. Paul intervint, son ton plus sérieux. Mieux vaut des murmures que les fers d'un geôlier. Le maire a déjà envoyé un messager à la préfecture, d'après mes contacts au journal. Demain, les feuilles locales clameront que vous avez fui avec un amant. Élise pâlit, imaginant les titres encre noire. Héritière de soieries enlevées, sa réputation si précieuse dans cette ville de cathédrales et de traboules secrètes volerait en éclats. Rester fidèle à son beau-père signifiait un mariage arrangé, une vie de soumission. Accepter l'offre d'Henri, c'était braver l'inconnu, au risque de tout perdre. Claire posa une main gantée sur l'épaule d'Élise, un geste maternel. « C'est le prix de la liberté, ma fille. Ici, vous apprendrez les règles de notre monde, les codes des réceptions au palais de la Bourse, les alliances forgées lors de promenades au parc de la Tête d'Or. Mais attention, un faux pas et les portes se ferment. » Henri hocha la tête, ses yeux bleus intenses. « Je serai votre mentor dans cela. Pas de dette, pas de chaîne. Seulement une chance. » Élise sentit un picotement dans sa gorge. Ses règles, les révérences précises, les conversations sur l'exposition universelle de Paris, la vigilance face aux rivaux comme les banquiers de la rue de la Bourse formaient un nouveau labyrinthe. Les premiers obstacles surgissaient déjà. Un veto de Lemaire auprès des fournisseurs d'Henri, une calomnie murmurée dans les cercles du commerce. Soudain, un bruit de pas pressés retentit dans le vestibule. La porte s'ouvrit à la volée et un valet essoufflé entra, un journal plié à la main. « Monsieur Duval, une édition spéciale, regardez. » Henri déplia le papier, ses traits se durcissant. Les gros titres hurlaient. « Fugue scandaleuse chez les Lemaire, la belle-fille disparue dans la nuit. » Bertrand avait frappé vite, dépeignant Élise comme une débauchée, accusant les Duval d'enlèvement sans le nommer explicitement. Le coup social était immédiat. Des alliances menacées, des investisseurs hésitants pour les nouveaux rails vers Nice. Élise se leva, les jambes flageolantes. « C'est la fin. » Mais Henri la retint d'un regard. « Non, c'est le début de la contre-attaque. »
Forcée par l'urgence, Élise prit sa décision. « J'accepte. Le contrat, la protection. Tout. » Sa voix, quoique tremblante, portait une étincelle nouvelle. Henri sourit légèrement, scellant l'alliance d'un serment muet. Mais comme la nuit tombait sur Lyon, illuminant les quais de la Saône de lanternes à gaz vacillantes, un messager de Lemaire frappa à la porte arrière. « Une sommation, annonça-t-il. Mademoiselle Moreau doit comparaître devant le notaire dans 3 jours, où le scandale s'étendra à toute la famille Duval. » La rupture était consommée. Élise avait changé de camp, mais à quel prix? La tempête grondait et le beau-père, tapi dans l'ombre de ses usines, préparait son prochain coup. Les jours suivants s'écoulèrent dans un tourbillon d'ajustements subtils pour Élise Moreau. Installée dans une chambre modeste au second étage de l'hôtel particulier des Duval, rue du Plat, elle troquait ses robes usées contre des tenues plus appropriées à son nouveau rôle, une jupe de serge bleu marine et un corsage blanc à col haut, cousu par la lingère de la maison qui soulignait sa grâce naturelle sans ostentation. À 19 ans, elle apprenait vite les codes de ce foyer où les horloges en bronze sonnaient les heures avec une précision militaire, et où Claire Duval, avec son chignon impeccable et sa robe de soie prune, dictait les horaires des leçons pour la nièce attendue. Henri, absorbé par ses affaires au garde Perrache, passait en coup de vent, ses bottes cirées, laissant une trace d'autorité dans les couloirs lambrissés. Le premier test arriva un après-midi pluvieux, 3 jours après la sommation de Lemaire. Claire insista pour une visite au salon de thé de Madame Fournier, un établissement prisé des bourgeoises lyonnaises, niché près du quai Saint-Antoine. « C'est l'occasion idéale pour vous présenter », expliqua-t-elle en ajustant le chapeau d'Élise orné d'un voile de gaze noir. « Pas comme une fugitive, mais comme la gouvernante de notre famille. Souvenez-vous, sourire discret, conversation sur la mode ou les expositions. » Élise acquiesça, le cœur serré. Ce semi-public, un cercle de dames en crinoline et gants de chevreau, était un chant de mine, un faux pas, et les murmures atteindraient les oreilles de Bertrand. La voiture les déposa devant la façade vitrée où des lanternes à gaz diffusaient une lueur chaude malgré la bruine. À l'intérieur, l'air embaumait le parfum des pâtisseries aux amandes et du thé de Ceylan. Des tables rondes, couvertes de nappes blanches brodées, accueillaient une dizaine de femmes, épouses de négociants, veuves de soie, toutes vêtues de robes à taille cintrée avec des camées d'ivoire au cou. Madame Fournier, une matrone rondelette aux cheveux grisonnants noués en tresse, les salua d'un sourire professionnel. « Madame Duval, et qui est cette charmante demoiselle ?» Claire glissa son bras sous celui d'Élise. « Mademoiselle Moreau, notre nouvelle gouvernante. Elle arrive de Marseille pour éduquer ma nièce. » Les regards convergèrent, curieux, scrutateurs. Élise sentit la friction immédiate. Une dame en robe de velours bordeaux, Madame Leclerc, une connaissance des Lemaire plissa les yeux. Moreau, comme la belle-fille de Monsieur Lemaire, on raconte qu'elle a disparu. Sa voix mielleuse trancha l'air comme un couteau. Les tasses tintèrent nerveusement. Élise rougit, ses mains gantées se crispant sur son sac. L'humiliation était subtile, un poison lent. Non une accusation directe, mais un sous-entendu qui la rabaissait à une intrigante, une fille de soie tombée dans la boue des rumeurs. Claire rit doucement, un bouclier élégant. « Allons, mesdames, les journaux exagèrent toujours. Élise est ici pour le bien de ma famille, point final. » Mais le mal était fait. Une autre, une jeune veuve aux boucles blondes, murmura assez fort « Les Duval protègent bien leurs intérêts. » Et les leurs. Élise baissa les yeux, fixant le motif de la nappe où des roses stylisées semblaient se moquer d'elle. C'était la première preuve sociale. Rejet voilé. Friction de classe où sa modestie récente, sans joyaux ni dot, la marquait comme une intruse dans ce monde de soieries et de contrats. Henri surgit alors, comme invoqué par le destin. Il entrait pour un thé rapide, son chapeau haut de forme sous le bras,
sa redingote grise taillée sur mesure, accentuant sa stature imposante. Ses yeux bleus balayèrent la salle, s'arrêtant sur Élise avec une intensité fugace. « Mesdames !» salua-t-il d'une voix grave, s'inclinant légèrement. Il s'assit près d'elle, non par hasard, mais par un geste calculé, minimal, protecteur. « Élise, vous semblez pâle. Le thé est-il à votre goût ?» Sa question, anodine, portait un sous-texte. « Je suis là. » Elle releva la tête, croisant son regard. Un silence partagé s'installa, chargé d'une électricité contenue, comme un regard prolongé lors d'une valse. Ses doigts effleurèrent le bord de la table près des siens sans se toucher. Un rosse invisible, un premier avance émotionnel qui fit battre son cœur plus fort. Pour briser la tension, Claire changea de sujet, évoquant l'arrivée imminente de la nièce, une orpheline de 12 ans, aux yeux tristes. Mais l'antagoniste veillait dans l'ombre. Au fond de la salle, un homme en habit discret, un clerc des Lemaire sans doute, notait furieusement dans un carnet, ses yeux glissant vers eux comme des ombres. Bertrand observait par procuration, tissant sa toile. Élise sentit un frisson. Il agissait déjà, semant le doute. Soudain, comme pour ancrer ce moment, Henri sortit de sa poche un petit broche en argent. Un objet simple orné d'un motif de rail entrelacé de soie. Un cadeau de sa défunte épouse, gardé en souvenir. « Tenez !» murmura-t-il en le posant discrètement sur la table, près de sa tasse, « pour vous porter chance dans ce nouveau monde. Il symbolise les liens qui unissent les fortunes de Lyon. » Élise le toucha du bout des doigts, le métal froid contre sa peau chaude. C'était plus qu'un bijou, un talisman, le début d'un arc émotionnel, une promesse tacite de protection. Ses yeux verts rencontrèrent les siens, un merci muet passant entre eux, doux comme un souffle. La visite s'acheva sur des au revoir polis, mais tendus. Dehors, sous la pluie fine, Henri offrit son bras à Élise pour la reconduire à la voiture. « Vous avez tenu bon », souffla-t-il, sa voix basse. « C'est le premier pas. » Elle sourit faiblement, le broche épinglé à son corsage comme un bouclier. Mais le soir même, un valet apporta un journal du soir, plié à une note en bas de page. Intrigue chez les Duval, une gouvernante aux origines troubles s'installe rue du Platte. La conséquence sociale était visible, un commentaire qui s'étendrait comme une tache d'encre. Bertrand frappait, et le cercle se resserrait. Combien de temps avant que l'étau ne se referme? La pluie martelait les vitres de l'hôtel particulier des Duval comme un tambour incessant, transformant la nuit en un voile gris et impénétrable. Élise Moreau, blottie dans un fauteuil du salon, serrait le broche d'argent contre sa poitrine. Son métal froid, un rappel tangible de la main protectrice d'Henri. Les flammes dans la cheminée crépitaient faiblement, projetant des ombres dansantes sur les tapisseries aux motifs de vignes entrelacées. À l'extérieur, un orage d'été déchaîné balayait Lyon, les éclairs zébrant le ciel au-dessus de la Saône, tandis que le tonnerre roulait comme le grondement d'un train en approche. Claire et Paul s'étaient retirés tôt, laissant Élise seule avec ses pensées tourmentées, le journal du soir froissé sur la table basse, ses mots accusateurs encore frais dans son esprit. Henri entra sans bruit, sa silhouette massive encadrée par la porte. Il avait passé la soirée à la gare de Perrache, négociant avec des fournisseurs sous la lueur vacillante des lanternes à gaz, mais l'orage l'avait forcé à rentrer plus tôt. Ses cheveux noirs étaient humides, sa redingote grise goûtant sur le parquet ciré. « L'orage est féroce ce soir », dit-il d'une voix basse, s'approchant du feu pour se réchauffer les mains. Élise leva les yeux, son cœur s'accélérant malgré elle. Depuis le salon de thé, leurs échanges s'étaient faits plus intimes, des silences partagés, chargés d'une tension palpable, comme un fil tendu entre eux. « Oui, il semble vouloir tout engloutir, » murmura-t-elle, sa robe de serge bleu marine froissée par la journée. Il s'assit en face d'elle, non trop près, respectant les usages de la société lyonnaise, où les regards en disaient plus que les mots. L'orage redoubla, un coup de vent faisant claquer les volets. « Restez ici cette nuit. Les rues sont impraticables et vos quartiers sont au second étage. Inutile de risquer une chute dans l'escalier. » C'était une invitation forcée par la tempête.
un confinamento inattendu qui les isolait du monde extérieur. Élise hésita, mais le tonnerre gronda à nouveau, et elle acquiesça. « Merci, monsieur Duval. Votre générosité. Elle me sauve à chaque instant. » Il secoua la tête, un sourire fugace adoucissant la cicatrice sur sa joue. « Appelez-moi Henri. Les formalités ont leur place, mais pas entre alliés. » Le silence s'installa, rompu seulement par le crépitement du feu et les rafales dehors. Pour briser la gêne, Henri se leva et s'approcha du piano à queue, un instrument massif en acajou poli, hérité de sa mère. Ses doigts effleurèrent les touches, hésitants. « Ma femme jouait cela autrefois », confia-t-il, sa voix se brisant légèrement. Une mélodie de Chopin, la nocturne, en mi bémol. Elle l'interprétait lors des soirées d'hiver, quand Lyon sommeillait sous la neige. Élise se redressa, touchée par cette confidence inattendue. Elle connaissait la musique par les leçons volées dans la maison Lemaire, où le piano servait plus à impressionner les invités qu'à exprimer l'âme. « Jouez-la, je vous en prie, si cela vous apporte du réconfort. » Henri s'assit sur le tabouret, ses mains larges couvrant les touches avec une douceur surprenante. Les premières notes s'élevèrent, lentes et mélancoliques, comme un murmure porté par le vent. Élise ferma les yeux, laissant la musique l'envelopper. Chaque accord révélait une couche de l'homme, non le magnate impitoyable des chemins de fer, mais un veuf hanté par la perte. Il avait épousé Isabelle 5 ans plus tôt, une union d'amour passionnée, mais la grippe l'avait emporté en 1888, laissant un vide béant. « Je me sens coupable parfois », avoua-t-il entre deux phrases, sa voix se mêlant aux notes. « J'ai bâti cet empire pour elle, pour notre avenir, mais le devoir m'a enchaîné au rail, loin d'elle dans ces derniers jours. Et maintenant, vous, votre fuite me rappelle ce que j'ai failli perdre. » Élise rouvrit les yeux, le cœur serré. La musique, cette scène, encora, dénudait leurs plaies. Elle se leva doucement, s'approchant du piano, sans oser le toucher. Ma mère. Elle est partie de la même façon, une fièvre impitoyable. Bertrand l'a veillée, mais son regard sur moi a changé après. Il me voit comme un remplaçant, un devoir à accomplir. Sa voix tremblait, révélant le lutto profond, la culpabilité d'avoir survécu, le poids du beau-père qui transformait le deuil en prison. Henri arrêta de jouer, ses yeux bleus rencontrant les siens verts dans un silence chargé. « Vous n'êtes pas un devoir, Élise. Vous êtes une flamme que l'on ne peut éteindre. » Il tendit la main, non pour la prendre, mais pour ajuster le broche sur son corsage, un geste infime qui fit naître une chaleur dans sa poitrine. C'était une promesse tacite, protection, non-possession. La température émotionnelle changea, passant de la peur à une confiance naissante, un lien forgé dans la vulnérabilité. Ils parlèrent tard, le feu mourant lentement. Henri confia son enfance dans les ateliers des chemins de fer, où son père, ingénieur austère, lui avait appris la résilience face aux accidents, d'où la cicatrice, souvenir d'une poutre effondrée en 1875. Élise raconta ses rêves secrets, écrire des poèmes comme Lamartine, voyager au-delà des murs de Lyon sans les chaînes des alliances forcées. Pour la première fois, elle se sentait humanisée, vue au-delà de sa beauté frêle et de ses yeux implorants. Henri, à son tour, perdait sa carapace de magnate, révélant un homme tourmenté par le devoir familial et la solitude. Mais l'antagoniste ne dormait pas. Au milieu de la nuit, alors que l'orage s'apaisait en une pluie fine, un bruit discret retentit à la porte arrière. Un messager, enveloppé dans une cape trempée, glissa une enveloppe sous le seuil avant de s'évanouir dans l'ombre. Le valet la découvrit au matin, la portant à Henri avec un air inquiet. Il l'ouvrit en présence d'Élise, ses traits se durcissant. C'était un recadeau de Bertrand Lemaire. La gouvernante des Duval cache plus qu'un passé. Des témoins parlent de vol dans votre maison, Moreau. Rendez-la-moi, ou les tribunaux s'en mêleront. Les mots étaient un poison, semant le doute sur sa loyauté, accusant sans preuve, mais avec une menace claire d'espionnage, des yeux dans les rues, des oreilles au marché. Élise pâlit, la confiance fragile, ébranlée. Il ment, mais il agit déjà. Henri froissa le papier, son regard protecteur se faisant plus résolu.
Nous le combattrons, ensemble. » Pourtant, comme le soleil perçait les nuages, une nouvelle ombre plana. Un coursier de la préfecture annonça une enquête discrète sur les Duval, déclenchée par une plainte anonyme. La marée émotionnelle retombait, et la tempête, loin d'être finie, menaçait de tout emporter. Les jours suivants, l'orage s'étirèrent en une routine précaire pour Élise Moreau, comme un fil tendu sur un gouffre. L'hôtel particulier des Duval, rue du Plat, avec ses couloirs aux tapis persans étouffant les pas, devenait à la fois refuge et prison dorée. Elle passait ses matinées à préparer les leçons pour la nièce d'Henri, une fillette de 12 ans nommée Sophie, arrivée de Marseille avec un bagage de silence et de regards fuyants. Élise, dans sa jupe de serge grise et son corsage à col montant, orné du broche en argent qui symbolisait désormais leur lien fragile, enseignait le français et l'histoire sous l'œil approbateur de Claire. Mais les ombres de Bertrand Lemaire s'allongeaient, insidieuses, comme les fumées des usines de la Croix-Rousse qui obscurcissaient les cieux lyonnais. Henri, absorbé par ses affaires, rentrait tard, ses bottes laissant des traces boueuses sur le marbre du vestibule. Ses yeux bleus, autrefois si assurés, trahissaient une fatigue nouvelle. Les plaintes anonymes avaient ralenti les négociations pour une nouvelle ligne vers Nice, et les fournisseurs, influencés par les murmures, hésitaient à livrer. « C'est le maire », confia-t-il un soir à Élise, dans le salon éclairé par des bougies de cire d'abeille, tandis que Paul grattait distraitement les cordes de sa mandoline dans un coin. « Il sabote mes contrats, insinue que je protège une voleuse pour des motifs inavouables. » Élise sentit un pic d'espoir quand il posa une main sur la table, près de la sienne, un geste de solidarité qui réchauffa l'air chargé d'odeur de thé à la bergamote. « Nous tiendrons », murmura-t-elle, touchant le broche, ce talisman qui les unissait comme un rail invisible traversant les vallées du Rhône. Mais le valet de danger frappa sans avertissement 2 semaines après l'orage. C'était un après-midi clair de septembre, où l'air embaumait les châtaignes rôties des marchands ambulants le long de la Saône. Claire avait organisé un thé au jardin du parc de la Tête d'Or, un événement semi-public pour consolider les alliances sociales. Élise y assistait en tant que gouvernante, vêtue d'une robe de laine bleu clair à manches bouffantes, son chapeau orné de plumes d'autruche protégeant son visage pâle. Une dizaine de dames de la bourgeoisie lyonnaise, en crinoline pastel et gants de dentelle, se pressaient autour d'une table couverte de porcelaine fine et de pâtisseries aux pralines. Henri était là, en frac noir impeccable, discutant avec un banquier influent des frères Lumière, dont les expériences sur la lumière mobile fascinaient la ville. L'attaque frontale vint d'un messager discret, un clerc aux lunettes rondes et à la moustache fine, qui s'approcha d'Henri sous prétexte d'une livraison urgente. Dans une enveloppe scellée de cire noire, Bertrand Lemaire avait joint des documents falsifiés, des reçus truqués, indiquant qu'Élise avait détourné des fonds de la maison Lemaire pour financer sa fuite, accusée de vol de soieries et de bijoux familiaux. Pire, une lettre jointe, rédigée d'une main rageuse, exposait tout publiquement. « Monsieur Duval, votre protégée est une menteuse. Elle a fui avec des biens qui ne lui appartiennent pas. Rendez-la-moi, ou je porte plainte au tribunal de Lyon, et votre nom sera traîné dans la boue des gazettes. » Le chantage était clair, la sabotage évident, des témoins payés, des preuves fabriquées pour blesser la réputation d'Élise, et par ricochet, ruiner l'alliance des Duval. Henri pâlit, ses doigts serrant l'enveloppe jusqu'à ce que le papier craque. Les dames, alertées par le murmure, tournèrent leurs regards comme des flèches. Madame Leclerc, la même qui avait semé le doute au salon de thé, s'avança, son éventail claquant comme un fouet. « Qu'est-ce donc? Une affaire de vol? Oh mon Dieu, et avec les Duval impliqués ?» Les mots se propagèrent comme un feu de paille, la calomnie publique brisant l'équilibre fragile. Élise, qui servait le thé à Sophie, sentit le monde basculer. Son cœur cognait, ses joues s'empourprèrent sous les regards accusateurs. « Ce n'est pas vrai !» balbutia-t-elle, mais sa voix se perdit dans le tumulte. Claire tenta de calmer les esprits, son ton ferme. « Des mensonges, mesdames, Élise est innocente. » Pourtant, le mal était fait.
Deux invités se levèrent, marmonnant des excuses, et le banquier s'éclipsa, son contrat pour les rails en suspens. La conséquence fut tangible et dévastatrice. Ce soir-là, dans le salon des Duval, l'atmosphère était lourde comme un linceul. Paul, pour une fois furieux, jeta son verre contre le mur, le cognac éclaboussant les tapisseries. Le maire a gagné cette manche. Les investisseurs se retirent. J'ai entendu au club que nos actions chutent. Henri, assis dans un fauteuil, fixait le feu sans le voir, sa cicatrice se crispant. Élise, isolée sur un canapé, sentit la chute de status, de protégée à suspecte, son rôle de gouvernante menacé. « Je dois partir, murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Je ne peux ruiner votre famille. » Et c'était le moment sans retour. En acceptant la protection d'Henri, elle avait lié leur destin, mais cette attaque rendait impossible un retour à l'innocence. Fuir à nouveau signifierait l'exil total, une vie de paria, rester, affronter le tribunal, où Bertrand, avec ses avocats corrompus, la broierait. Henri se leva, traversant la pièce en deux enjambées. « Non, vous ne partirez pas. » Sa voix, rauque d'émotion, trancha l'air. Il s'agenouilla près d'elle, non pour la toucher, mais pour la regarder dans les yeux, un geste intime dans sa retenue. « C'est notre combat maintenant. » Un pic d'espoir surgit. Leurs mains se frôlèrent sur le broche, le métal réchauffé par la proximité, symbolisant un engagement plus profond. Mais le valet suivit vite. Une lettre du notaire arriva par coursier, une menace légale formelle. Comparution dans 5 jours, ou saisie des biens des Duval pour complicité présumée. La confiance entre eux se fissura légèrement. Élise vit le doute dans les yeux de Claire, une ombre d'hésitation. La nuit tomba sur Lyon, les lanternes à gaz illuminant les quais comme des yeux vigilants. Bertrand, depuis sa maison de la Croix-Rousse, observait par l'intermédiaire de ses espions son empire de soierie intact, mais son orgueil blessé. Élise, seule dans sa chambre, serra le broche jusqu'à ce que ses doigts blanchissent. L'équilibre était rompu. Le couple, uni par la nécessité, se séparait émotionnellement pour la première fois, forcé de se cacher derrière des masques de formalité. Henri, de son côté, arpenta les couloirs, son ultimato social clair, affronter le maire publiquement ou tout perdre. Au lever du jour, un valet murmura une nouvelle. Un émissaire de le maire rôdait près de la maison, prêt à enlever Élise si elle ne se rendait pas. La tempête culminait, et le point de non-retour était franchi. Plus de retour en arrière, seulement la guerre ouverte. Les jours qui suivirent, l'ultimatum de le maire s'étirèrent en une tension palpable, comme les cordes d'un violon prêtes à rompre. Dans l'hôtel particulier des Duval, rue du Plat, Élise Moreau arpentait les couloirs aux murs lambrissés, son broche d'argent épinglé au corsage comme un talisman usé par les épreuves. À 19 ans, sa silhouette frêle, enveloppée d'une robe de laine grise à taille cintrée, trahissait une résolution nouvelle. Les rumeurs enflammaient Lyon. Les gazettes locales, avec leurs gros titres encre noire, dépeignaient Bertrand comme un père outragé, et les Duval comme des complices dans un complot sordide. Henri, les traits tirés par les nuits blanches passées à relire des contrats sabotés, évitait ses regards, sa froideur apparente masquant une tempête intérieure. « Il faut que nous parlions », murmura-t-elle un matin, dans le salon où le soleil filtrant par les volets verts jetait des ombres longues sur le tapis persan. Henri s'arrêta net, sa canne d'ébène claquant sur le parquet. Ses yeux bleus, cerclés de fatigue, croisèrent les siens verts. « Pas maintenant, Élise. Les avocats arrivent. » Sa voix, rauque, portait une distance qui la blessait plus que les calomnies. Elle avait cru en leur lien forgé dans l'orage, mais cette réserve la rongeait. Claire, observant depuis le seuil, posa une main sur son épaule. « Patience, ma chère. Henri porte le poids de l'empire familial, sa femme. Elle lui a laissé une dette morale qui l'expie encore. » Élise hocha la tête, mais le doute s'insinuait. Était-ce de la friesa ou un devoir qui l'éloignait? Le premier pic d'espoir surgit l'après-midi même, dans la bibliothèque aux étagères, croulant sous les volumes reliés de cuir. Balzac, Hugo, des traités sur les chemins de fer.
Paul, le frère cadet d'Henri, un homme de 30 ans aux cheveux ébouriffés et à la moustache en bataille, effouillait un coffre poussiéreux sous prétexte de ranger des papiers. « Regardez cela !» dit-il soudain, tirant un paquet de lettres jaunies, attachées par un ruban fané. Élise s'approcha, curieuse. Les missives, datées de 5 ans plus tôt, étaient signées d'Isabelle Duval, l'épouse défunte d'Henri. Mais entre les lignes d'amour se glissait un aveu. « Mon cher, les affaires de Lemaire sont troubles. Il a manipulé les comptes de ton père pour s'approprier des terrains près de la gare. J'ai des preuves dans mon journal, cachées chez ma sœur à Marseille. » Élise pâlit. Une révélation structurelle. Bertrand n'était pas seulement un beau-père possessif. Il avait comploté contre les Duval dès le début, une dette cachée qui liait leur destin. Paul ricana doucement, son habituel humour piquant le silence. Isabelle l'avait flairé. Henri refuse d'y croire, par loyauté envers les anciens pactes commerciaux. Mais ces lettres, elles prouvent la manipulation. Élise serra les documents contre elle, un feu naissant dans sa poitrine. C'était plus qu'une preuve, c'était un levier pour contre-attaquer. Elle courut trouver Henri dans son bureau, une pièce au mur tapissée de cartes ferroviaires, où l'odeur de tabac et d'encre régnait. « Lisez cela », insista-t-elle, posant les lettres sur le bureau massif en acajou. Henri fronça les sourcils, dépliant les feuillets d'une main hésitante. Ses yeux s'écarquillèrent à mesure qu'il lisait, la cicatrice sur sa joue se crispant. Isabelle, elle savait. Sa voix se brisa, révélant non de la froideur, mais une culpabilité profonde. Il avait ignoré les avertissements de sa femme pour préserver les alliances, et sa mort l'avait laissé avec ce remords, un devoir de protection qu'il reportait maintenant sur Élise sans oser l'admettre. Pour la première fois, il s'ouvrit pleinement. « J'ai cru que c'était des rumeurs de jalousie. Le maire nous a aidés à étendre les lignes vers le sud, mais à quel prix? Ces terrains. Ils étaient à nous. » Élise posa une main sur la table près de la sienne, un rapprochement contenu, bâti sur la confiance naissante. « Ce n'est pas votre faute, Henri, mais nous pouvons l'arrêter, ensemble. » Leurs doigts se frôlèrent. Un geste fugace qui fit naître une étincelle, non de passion dévorante, mais d'une alliance profonde, où la vulnérabilité forgeait un lien plus fort que les rails d'acier. Paul entra, apportant un livre Quechua jauni, exhumé des archives familiales. Des entrées falsifiées montrant comment Lemaire avait détourné des fonds pour ses usines de soie au détriment des Duval. « Et voilà la preuve tangible », déclara-t-il. Un témoignage de l'ancien comptable notarié en secret. Ce pic d'espoir, la découverte des preuves, fut vite assombri par un valet de danger. À peine avait-il refermé le coffre qu'un valet accourut, essoufflé, portant une missive cachetée. Bertrand, averti par ses espions, contre-attaquait « Je sais que vous fouillez le passé. Rendez les documents où je révèle publiquement la faiblesse d'Henri Duval. Son veuvage comme une excuse pour des dettes cachées. » La menace était plus grande, non seulement une saisie, mais une humiliation sociale qui ruinerait Henri, exposant sa culpabilité personnelle aux yeux de Lyon. Élise sentit la colère monter, un pic d'indignation contre ce vilain manipulateur, ce beau-père qui tissait des toiles depuis des années, piégeant non seulement elle, mais toute une famille. Mais Élise ne recula pas. Pour la première fois, elle assuma son agence. Le soir même, sous la lueur des bougies dans le salon, elle rédigea une lettre ouverte dictée à Claire pour la forme et l'élégance. « À la société lyonnaise », commença-t-elle d'une voix ferme, sa plume grattant le papier vélin. « Je, Élise Moreau, dénonce les manipulations de M. Bertrand Lemaire, qui a non seulement abusé de ma confiance familiale, mais saboté les fondations honnêtes des affaires de Lyon. » Elle joignit des extraits des preuves, pas tout pour garder l'avantage, et signa d'une main assurée. Paul la fit circuler discrètement chez des alliés, le banquier des Lumières, des éditeurs du Progrès de Lyon. L'initiative sociale suivit. Élise organisa une réunion discrète au salon de Claire, invitant des veuves et des marchandes de soie, des femmes lésées par les dettes de Lemaire. « Nous ne serons plus ces ombres », déclara-t-elle, sa voix résonnant dans la pièce aux rideaux de velours. Les témoignages affluèrent.
Une sœur ruinée, un artisan spolié. Cette action proactiva altéra la perception. Élise, de fugitive, devint une voix pour les opprimés, un symbole de résistance dans les cercles bourgeois. Henri, ému par son courage, s'approcha lors de la réunion, son regard adouci. « Vous avez raison, ce n'était pas de la froideur, c'était la peur de revivre la perte. » Leur rapprochement se fit dans un silence partagé, ses doigts effleurant le broche sur son corsage, un geste qui scellait la confiance au-delà du devoir, un nouveau pic d'espoir. Les murmures se muèrent en soutien, des invitations affluant pour des thés solidaires. Pourtant, le maire riposta avec fureur. Le lendemain, un portrait falsifié, Élise photoshopée en voleuse, bien sûr sans technique moderne, mais par un artiste complice, circula dans les clubs masculins. Elle ment pour couvrir ses crimes, clamait une note jointe, amplifiant la menace. Une plainte au tribunal pour diffamation, visant à isoler Élise et à briser le momentum. Le Valais s'approfondit. L'indignation du public contre le vilain culminant. Comment un homme de sa stature pouvait-il ainsi piétiner l'honneur d'une jeune femme et d'une famille honnête? Malgré tout, l'action d'Élise portait ses fruits. Une semaine plus tard, une invitation arriva par coursier, une assemblée publique à l'Opéra de Lyon où les notables débattraient des réformes commerciales. « Venez, y lisait-on, votre voix sera entendue. » C'était la convocation décisive, un événement où le complot pourrait éclater au grand jour. Mais comme Élise relisait l'invitation, un ombre plana. Un espion de Lemaire rôdait aux abords de la maison, prêt à tout pour l'empêcher d'y aller. La guerre s'intensifiait et Lyon retenait son souffle. Les lustres de cristal de l'Opéra de Lyon scintillaient comme des étoiles captives, projetant une lumière dorée sur la salle comble. C'était une soirée d'automne 1890, où les notables de la ville se pressaient dans leurs habits de gala, dames en robes de taffetas chatoyant, messieurs en queue de pie impeccable, tous venus débattre des réformes commerciales sous les fresques allégoriques du plafond voûté. L'air vibrait d'un mélange d'odeurs, parfum de jasmin, tabac fin, et l'excitation contenue des alliances en jeu. Élise Moreau, le cœur battant à tout rompre, se tenait au bras d'Henri Duval dans une loge latérale, sa robe de soie bleu nuit, cintrée à la taille et ornée de dentelles lyonnaises, soulignant sa posture droite. À 19 ans, elle n'était plus la fugitive tremblante. Le broche d'argent épinglé à son corsage brillait comme un défi. Henri, en frac noir taillé sur mesure, sa cicatrice discrète à la lueur des bougies, serrait sa main gantée avec une fermeté rassurante. « C'est ici que tout se joue », murmura-t-il, ses yeux bleus balayant la foule. Claire et Paul étaient en bas, parmi les premiers rangs, entourés d'alliés, le banquier des frères Lumière, des éditeurs du Progrès, et une poignée de veuves lésées par le maire. La réunion, masquée en débat sur les échanges ferroviaires et soyeux, était le plus grand forum public de Lyon, un lieu où les mots pouvaient forger ou briser des empires. Élise avait insisté pour venir, sa lettre ouverte ayant déjà semé le doute. Ce soir, elle assumerait pleinement son rôle, transformant la peur en arme. Le rideau s'ouvrit sur la scène, où un modérateur, un notaire bedonnant aux favoris grisonnants, annonça les intervenants. Bertrand le maire monta le premier, imposant dans son habit de velours sombre, sa moustache taillée comme une lame. À 45 ans, il dominait la scène d'un regard froid, serrant un dossier de cuir noir, son sabotage final. « Mesdames, messieurs », tonna-t-il, sa voix rauque résonnant dans l'acoustique parfaite de l'opéra. « Ce débat sur le commerce est pollué par un scandale. Élise Moreau, ma belle-fille ingrate, accuse sans preuve, mais j'ai des témoins. » Il ouvrit le dossier, brandissant des lettres falsifiées, signées de domestiques soi-disant loyaux, et un témoignage acheté d'un ancien valet des Duval. Elle a volé des bijoux familiaux pour financer sa débauche avec Monsieur Duval. Les murmures enflèrent comme une vague, les regards se tournant vers la loge d'Élise. Madame Leclerc, au premier rang, hocha la tête avec satisfaction, son éventail claquant. L'humiliation publique était là. Élise, de nouveau rabaissée à une intrigante, et Henri accusé de complicité pour des motifs bas.
Le public gronda, des voix s'élevant. « Preuves! Montrez-les » Bertrand sourit, triomphant, déployant un dossier gonflé de faux reçus et une carte falsifiée montrant des terrains volés au Duval. Cette alliance est une farce. Duval protège une voleuse pour couvrir ses dettes. Lyon mérite mieux que ses manipulations. La salle bouillonnait, des alliances vacillant. Le banquier Lumière fronça les sourcils, prêt à se retirer. Élise sentit le sol se dérober, ses mains tremblant sous les gants. C'était le pic du danger. Le maire exposait tout, une sabotage qui menaçait de ruiner non seulement elle, mais l'empire d'Henri, isolant le couple dans un océan d'hostilité. Henri se leva d'un bond, son visage durci par la rage contenue. « Attendez !» lança-t-il, descendant dans l'allée centrale, sous les regards médusés. Élise le suivit, le cœur en feu, sa robe bruissant comme un appel au combat. Ils montèrent sur scène ensemble, un duo uni face au prédateur. « Monsieur le maire ment !» déclara Henri d'une voix ferme, sortant de sa poche intérieure les lettres jaunies d'Isabelle et le livre Quecha exhumé. Ces documents, datés et notariés, prouvent vos fraudes, détournement de fonds pour vos usines, spoliation de nos terrains en 1885. Votre témoignage, un valet que vous avez payé 100 francs, comme l'atteste ce reçu caché dans votre dossier. Il brandit la preuve, un contre-attaque intelligent, non des cris, mais des faits irréfutables, lus à voix haute pour que chaque mot porte jusqu'au balcon. Élise prit la parole à son tour, sa voix claire et assurée coupant le brouhaha. « Je ne suis pas une voleuse, mais une victime. Bertrand Lemaire a abusé de ma confiance après la mort de ma mère, cherchant à me marier de force pour consolider son empire. Ces femmes, elle désigna Claire et les veuves dans la salle, témoignent de ses dettes impayées, de vies ruinées. Une témoin clé surgit des coulisses. L'ancien comptable de Lemaire, un homme frêle aux lunettes fêlées, amené en secret par Paul. « J'ai falsifié sous menace, avoua-t-il, sa voix tremblante mais vraie. Les comptes sont truqués depuis des années. La stratégie sociale culmina. Élise distribua des extraits des preuves aux notables, transformant le débat en tribunal populaire. Le public bascula. Les murmures devinrent des exclamations indignées contre Lemaire. « Imposteur ! Honte à lui !» Madame Leclerc pâlit, son éventail tombant. Bertrand recula, son visage congestionné, le dossier glissant de ses mains comme un serpent vaincu. « C'est une calomnie !» balbutia-t-il. Mais le modérateur, influencé par les preuves, ordonna une enquête immédiate. La communauté re-encadra Élise. Des applaudissements éclatèrent, des dames se levant pour l'acclamer, passant de l'humiliation à un respect fervent. « Brave fille !» cria une veuve. Henri, à ses côtés, posa une main sur son épaule, un geste public, moral, définissant leur choix. L'honneur au-dessus des conventions, l'amour naissant au-delà des classes. La victoire fut contundante. Le maire, humilié, fut escorté dehors par des huissiers, son empire fissuré sous les regards moqueurs. Un pic d'euphoria envahit la salle, Élise et Henri se tenant côte à côte, leurs yeux se croisant dans un triomphe partagé. Lyon les ovationna, validant leur lien, transformant les ombres en lumière. Si cette victoire vous émeut, abonnez-vous au canal pour ne rater aucune autre histoire passionnante comme celle-ci. Pourtant, une fois la foule dissipée, dans le silence post-tempête du foyer désert, Henri attira Élise dans un coin ombreux. « Vous avez été magistrale !» murmura-t-il, ses doigts effleurant les siens sur le broche. Un engagement intime tacite scella le moment. Un baiser retenu, un regard promettant l'avenir. Mais dehors, un écho persistait, un messager de Lemaire tapis dans l'ombre, jurant vengeance. Le calme n'était qu'un répit. Les jours suivants, l'affrontement à l'Opéra de Lyon s'écoulèrent dans un tourbillon de justice et de reconstruction, comme si la ville elle-même expiait ses silences complices. Élise Moreau, encore étourdie par l'euphorie de la victoire, arpentait les couloirs ensoleillés de l'hôtel particulier des Duval, rue du Plat. Sa robe de soie bleu nuit, froissée par la nuit agitée, avait cédé la place à une tenue plus simple. Une jupe de laine ivoire et un corsage blanc. Le broche d'argent scintillant toujours à son col, comme un serment gravé.
À 19 ans, ses yeux verts brillaient d'une assurance nouvelle, forgée dans le feu des regards publics. Henri Duval, à ses côtés, avait perdu sa réserve. Ses épaules larges, sous la redingote grise taillée sur mesure, semblaient plus légères, sa cicatrice adoucie par un sourire rare. Les fils légaux se nouèrent rapidement. Le notaire principal de Lyon, un homme aux favoris impeccables et à la voix mesurée, convoqua Bertrand Lemaire au tribunal bourgeois, une salle aux lambris sombres où les échos des pas résonnaient comme des verdicts. Les preuves, lettres d'Isabelle, livres Quéchat falsifiés, témoignages du comptable et des veuves, s'empilèrent sur le bureau massif en chêne. Lemaire, pâle sous sa moustache défaite, tenta de nier, sa voix rauque se brisant sur des mensonges éculés. « C'est une conspiration !» gronda-t-il. Mais le juge, influencé par l'opinion publique enflée par les gazettes, trancha net. Conséquences concrètes et impitoyables, exil volontaire vers Marseille, sous peine de saisie totale de ses usines de soie. Ses droits sur la fortune Moreau furent annulés, restitués à Élise comme héritage légitime. La chute de prestige fut totale. Les commères du marché de la Guillotière ricanaient déjà. Les fournisseurs rompaient les contrats, et ses anciens alliés, comme Madame Leclerc, détournaient le regard dans les salons. Bertrand, brisé, quitta Lyon un matin brumeux, sa voiture cahotant sur les pavés de la Croix-Rousse, emportant un empire réduit à des dettes et des regrets. Pour les Duval, la sanction s'étendit aux ombres familiales. Claire, la sœur aînée d'Henri, vit son rôle de gardienne sociale renforcé. Elle fut élue présidente d'une association de veuves lyonnaises, récompensée par des dons des banquiers Lumière pour des œuvres caritatives. Paul, le cadet bohème, trouva enfin un mécène pour ses toiles, un portrait d'Élise en héroïne, exposé à la biennale locale, qui le propulsa hors des marges. Les neutres, comme le modérateur de l'opéra, se repositionnèrent. Invitations affluèrent au Duval, transformant leur hôtel en centre des alliances nouvelles. Sophie, la nièce orpheline, s'épanouissait sous les leçons d'Élise, ses yeux tristes cédant à des rires lors des promenades au parc de la Tête d'Or. Le lien entre Élise et Henri se scella par libre choix, une alliance entre égaux, loin des chaînes du passé. Pas de contrat forcé, mais une demande simple. Un soir d'automne où les feuilles dorées tourbillonnaient sous les lanternes à gaz des quais de la Saône. Dans le salon aux tapisseries renouvelées, les motifs floraux remplacés par des vignettes de rails et de soieries entrelacées, Henri s'agenouilla devant elle, non avec un genouillement théâtral, mais un regard franc. « Épousez-moi, Élise, non pour les affaires ou les noms, mais pour l'avenir que nous bâtirons. » Elle accepta, les larmes aux yeux, et il offrit un anneau d'or pur, sans histoire toxique. Un cercle simple gravé d'une initiale commune, E et H enlacés comme un horizon infini. Le rituel fut intime, célébré dans le jardin de la maison sous un saule pleureur, avec Claire et Paul comme témoins. Pas de bal somptueux, mais un dîner modeste, où le vin de Bordeaux coula, symbolisant la paix retrouvée. Leur transformation s'illustra dans chaque geste. Élise, autrefois ombre tremblante, prit une voix assurée lors des assemblées. Elle lança une école pour les filles des Canutes, un bâtiment modeste près de la Guillotière, où l'on enseignait non seulement les chiffres, mais la poésie de Lamartine et la résilience face aux dettes. Son leadership, teinté de compassion, attira des donatrices, veuves, marchandes, même des épouses de rivaux repentis. Henri, libéré de sa culpabilité, montra une douceur nouvelle. Il étendit ses rails vers l'est, reliant Lyon à des villages isolés, avec des tarifs réduits pour les familles ouvrières. Sa voix, jadis grave et distante, s'adoucit dans les conseils municipaux, plaidant pour des réformes justes. Ensemble, ils incarnaient le nouveau équilibre, un couple uni par l'adversité où la protection mutuelle remplaçait la possession. Le legs s'établit solidement. L'ancienne maison Lemaire, saisie et rénovée, devint une bibliothèque publique, ses étagères croulant sous des volumes offerts par les Duval. Hugo, Balzac, des traités sur l'industrie honnête,
Élise y passa ses après-midi, lisant à voix haute pour les enfants, son broche transformée en pendentif, symbole d'un passé dompté. Henri finança une aile pour les arts, où Paul exposait. L'image finale se grava dans les mémoires un soir de printemps. Élise et Henri, main dans la main, sur le balcon de leur nouveau foyer, une villa aux abords de la Saône, et avec vue sur les collines du Beaujolais. Le soleil couchant peignait le ciel en or, et ils s'embrassèrent enfin. Un baiser par amour pur, lèvres se frôlant dans un silence chargé de promesses. Derrière eux, l'école bruissait de voix d'enfants, le legs en action. Éducation, justice, un horizon de futur où Lyon respirait librement. Pourtant, un gang chaud suave persistait. Une lettre arriva de Marseille, cachetée grossièrement « Je pars pour l'Amérique, mais sachez que les dettes ne s'effacent pas ». Signé Bertrand, un murmure d'ombre dans la lumière. Élise la brûla au feu de la cheminée, serrant la main d'Henri. Le passé s'effaçait, mais la vigilance restait. 10 ans s'étaient écoulés depuis cette nuit d'automne à l'Opéra de Lyon, où les lustres avaient illuminé un triomphe amer. L'année 1900 enveloppait la ville d'une brume automnale, les feuilles des platanes du quai Saint-Antoine, tourbillonnant comme des souvenirs effacés par le temps. L'hôtel particulier des Duval, rue du Plat, avait cédé la place à une villa spacieuse aux abords de la Saône, un havre de pierres claires et de jardins en terrasse, où les roses grimpantes encadraient les fenêtres comme un voile protecteur. Élise Duval, autrefois Moreau, se tenait sur le balcon principal, une main posée sur son ventre arrondi par une grossesse tardive. À 29 ans, ses cheveux châtains, désormais relevés en un chignon souple orné d'un camée simple, encadraient un visage adouci par les années, mais ses yeux verts gardèrent cette flamme farouche, héritée des épreuves. Sa robe de laine crème, ample et sans corset serré, flottait au vent doux, un luxe discret pour une femme qui avait appris à respirer librement. Henri, à ses côtés, enveloppait ses épaules d'un châle de cachemire. À 45 ans, ses tempes grisonnaient plus nettement, et la cicatrice sur sa joue s'était estompée en une ligne pâle, comme un chapitre clos. Son frac gris, taillé avec l'élégance des tailleurs de la rue de la République, soulignait une stature toujours imposante, mais ses yeux bleus, jadis perçants de vigilance, brillaient maintenant d'une tendresse conquise. « Regardez-les » murmura-t-il, désignant le jardin en contrebas où leurs 2 enfants, Louis, 8 ans, aux boucles brunes et au regard curieux, et Marie, 5 ans, avec les yeux verts de sa mère, courait après un cerceau de bois, riant sous la garde de Sophie, l'ancienne nièce orpheline, désormais une jeune femme de 22 ans, institutrice à l'école fondée par Élise. Le mariage, célébré en 1891 dans une chapelle discrète de la colline de Fourvière, avait fleuri en une union profonde, forgée non par les conventions, mais par les cicatrices partagées. L'amour avait résisté au temps, mûrissant comme un vin de Bordeaux dans les caves familiales, des soirées passées à lire Hugo à voix haute, des promenades le long de la Saône où les silences parlaient plus que les mots, des nuits où les cauchemars de Lemaire s'effaçaient dans les bras l'un de l'autre. Les changements sociaux et familiaux s'étaient tissés patiemment comme une tapisserie lyonnaise aux motifs de rails et de soieries entrelacées. La bibliothèque issue de l'ancienne maison Lemaire prospérait au cœur de la Croix-Rousse, ses salles aux étagères ployantes attirant ouvriers et bourgeois, où Élise, élue présidente d'une société d'éducation féminine, donnait des conférences sur la poésie et l'indépendance. « Les femmes ne sont plus des ombres », déclarait-elle, sa voix résonnant dans les auditoires comblés, inspirant des filles comme Marie à rêver au-delà des salons. Henri avait étendu son réseau ferroviaire jusqu'aux Alpes, reliant Lyon à des villages isolés avec des trains accessibles aux familles modestes. Ses discours aux assemblées municipales plaidaient pour des réformes justes, transformant le magnate en philanthrope respecté. Claire, sœur aînée, veuve épanouie, gérait désormais une fondation pour les veuves des Canutes, récompensée par des médailles de la ville. Paul, le bohème repenti, exposait ses toiles à Paris, sa dernière œuvre, un portrait d'Élise et Henri, enlacé sous un saule, ornant le salon familial comme un talisman. Mais le prix payé par certains
pesait encore, lourd de nostalgie et de leçons amères. Bertrand Lemaire, exilé à Marseille, avait sombré dans l'oubli. Ses usines vendues aux enchères, sa fortune dilapidée en procès infructueux, il vivait reclus dans une pension modeste, rongé par la goutte et les regrets. Des lettres sporadiques, adressées à Élise par des intermédiaires, suppliaient un pardon qu'elle accordait en silence, brûlant les missives au feu de la cheminée. Il a payé cher sa possessivité, confiait-elle parfois à Henri, un frisson la traversant au souvenir de ses mains trop longues lors des dîners solitaires. Tante Marguerite, rescapée des ombres, avait trouvé refuge auprès de Claire, son modeste logis transformé en atelier de dentelle. Elle veillait sur les enfants avec une tendresse maternelle, son rôle de confidente inchangé. Sophie, quant à elle, avait épousé un jeune ingénieur des rails, un allié d'Henri, et enseignait à l'école d'Élise, perpétuant le legs d'éducation qui avait libéré tant de filles des chaînes invisibles. Ce soir-là, comme le soleil se couchait sur les collines du Beaujolais, teignant la Saône d'or liquide, la famille se réunit dans le salon aux meubles empires restaurés. Louis et Marie, essoufflés de jeu, s'assirent aux pieds de leurs parents, écoutant Élise conter l'histoire, édulcorée, bien sûr, de la fugitive et du magnate. Et ainsi, l'amour triompha des tempêtes, conclut-elle, sa main dans celle d'Henri, le broche d'argent, transformé en pendentif, reposant contre son cœur. Une émotion douce amère envahit la pièce, nostalgie pour les nuits d'orage où la musique de Chopin avait scellé leur destin, pour les victoires arrachées à l'opéra, pour les peurs qui avaient forgé leur force. Henri serra sa main, un baiser léger effleurant son front. « Nous avons bâti plus qu'un foyer », souffla-t-il, « un legs qui vivra au-delà de nous. » Dehors, les lanternes à gaz s'allumaient le long des quais, illuminant un Lyon transformé. Moins d'ombre, plus de lumière. Élise posa une main sur son ventre, sentant le battement d'un troisième enfant, un horizon neuf. Le passé, avec ses valles de danger et ses picots d'espoir, s'effaçait en une paix méritée, mais le cœur chargé de gratitude se rappelait chaque pas. La fuite hasardeuse, la protection inattendue, l'amour qui avait tout changé. Et dans ce crépuscule, la famille unie, ils contemplèrent le fleuve coulant, éternel témoin de leur odyssée. Ainsi s'achève l'odyssée d'Élise et Henri. Un récit tissé des fils fragiles de la belle époque où les pavés de Lyon ont résonné des pas d'une femme en quête de liberté et d'un homme qui apprit à protéger non par devoir, mais par cœur. Dans les ombres des usines et les lumières des opéras, ils nous ont montré que l'amour véritable naît souvent des tempêtes les plus féroces, et quand les chaînes du passé se brisent pour laisser place à un horizon clair. Quelle leçon en tirer, chers auditeurs, sinon que la force réside dans la voix qu'on ose enfin élever. Élise, cette jeune fugitive aux yeux verts, nous enseigne que fuir n'est pas faiblesse, mais le premier pas vers la renaissance. Elle a transformé la peur en flambeau, illuminant non seulement son chemin, mais celui de tant d'autres femmes piégées par les conventions d'une société impitoyable. Et Henri, ce magnate aux épaules larges, nous rappelle que la vraie grandeur n'est pas dans l'empire bâti sur l'acier des rails, mais dans la tendresse qui unit les âmes blessées, protégeant comme on chérit une famille choisie. Pensez-y. Dans un monde où les alliances se nouent par calcul et où les rumeurs glissent comme le vent sur la Saône, la victoire ne vient pas des complots ourdis dans l'ombre, mais de la lumière de la vérité jetée au grand jour. Bertrand Lemaire, ce beau-père aux mains avides, incarne le poison de la possession, un avertissement éternel contre ceux qui étouffent l'esprit pour gonfler leur fortune. Sa chute, solitaire et amère, nous invite à réfléchir. Combien de vies ont été sacrifiées sur l'autel de l'ambition? Pourtant, l'histoire d'Élise et Henri triomphe, car elle célèbre la résilience, l'alliance forgée dans l'adversité, et ce legs invisible qui perdure au-delà des années. Une école pour les rêves des enfants, une bibliothèque où les mots libèrent les cœurs. C'est une ode à l'espoir, à cette euphoria qui suit l'indignation, quand la justice, enfin rendue, élève les humbles et abaisse les tyrans.
Si ce voyage à travers les rues de Lyon vous a ému, si les silences chargés d'émotions et les regards furtifs entre nos héros ont touché votre âme, partagez-le avec moi, dans les commentaires, et dites-moi ce que vous avez ressenti face à la fuite d'Élise ou à la protection farouche d'Henri. A-t-elle ravivé en vous un souvenir personnel, une aspiration enfouie? Et pour savoir qui a tenu jusqu'au bout de cette épopée, écrivez le mot « liberté » en bas de votre message. Cela m'aidera à célébrer ceux qui, comme Élise, ont traversé les ombres jusqu'à la lumière et à faire voyager cette histoire plus loin. Vos mots sont le fil qui tisse notre communauté, un écho bienvenu dans l'immensité des récits. N'oubliez pas de liker si l'indignation contre le maire a fait bouillir votre sang ou si l'euphorie finale vous a laissé un sourire aux lèvres. Et pour plonger dans d'autres aventures tout aussi passionnantes, des romances enflammées dans les salons de Paris ou les vignobles de Bordeaux, jetez un œil aux cartes que j'ai placées ci-dessous. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Ensemble, nous explorerons les secrets de cette époque dorée où chaque cœur battant défie les chaînes du destin. Merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Que votre propre chemin soit pavé d'espoir triomphant comme celui d'Élise et Henri. À bientôt pour une nouvelle histoire qui captivera votre imagination.